puisque Pierre est toujours avec nous. Toujours. Ah, quel délice de pouvoir commencer une chronique sur cette musique grandiose de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathustra, musique qui est au cœur du 8e long métrage de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Car oui, nos plus fidèles auditeurs le savent, c'est de Stanley Kubrick dont nous allons parler ce soir, pour le 4e épisode déjà de notre saga radiophonique. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés sur la comédie militaire Dr. Folamour, et je vous avais laissé sur un suspense de tous les diables en vous annonçant un cap que Kubrick allait franchir tout en révolutionnant le cinéma, rien que ça. Ce cap, c'est celui de la couleur. Nous sommes en 1964, et la couleur au cinéma est en passe de devenir la norme, alors il n'y a rien à proprement parler de révolutionnaire là-dedans. Sauf que Kubrick va vouloir réaliser un film en couleur qui ne pourrait pas exister en noir et blanc. Et pour réaliser un film qui utilise au mieux les nouvelles technologies, il s'intéresse à un genre littéraire dans lequel la présence des nouvelles technologies est primordiale, la science-fiction. Il lit la nouvelle d'Arthur C. Clarke, La Sentinelle, publiée en 1951, et qui raconte l'histoire d'un groupe de spationautes qui découvrent une pyramide sur la Lune. Kubrick décide de rencontrer Clarke dans un restaurant en 1964 pour une sorte de brainstorming dont découlera le scénario d'un film de science-fiction de nouveau genre, Voyage au-delà des étoiles, qui deviendra en 1965-2001 l'Odyssée de l'espace. Alors, c'est relativement impossible de faire un résumé de cette œuvre magistrale qui est 2001 l'Odyssée de l'espace. Certains s'y sont attelés, ça donnait des bouquins de 500 pages et qui en plus font souvent l'objet de critiques sur la véracité du résumé. Car s'il est relativement compliqué de comprendre 2001, il est encore plus difficile de comprendre les interprétations tant elles sont nombreuses et différentes. Car ce n'est pas un film classique, c'est un film philosophique, c'est-à-dire qui ne raconte pas une histoire mais une idée. Ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire quand je dis que c'est un film déconcertant et au sens plutôt obscur. Pour les autres, je vais tenter une petite description du film, à moins que vous ne préfériez couper RBS et vous ruer illico sur le Blu-ray de ce chef-d'œuvre de la pensée du XXe siècle, ce qui est tout à votre honneur. Alors le film se découpe en 4 temps, 4 époques. D'abord, l'aube de l'humanité. On y voit un groupe d'australopithèques qui semblent sur le point de disparaître à la merci de leurs prédateurs. Mais un matin, le groupe voit un gigantesque monolithe noir. Ils le touchent, et à cet instant leur vient à l'idée d'utiliser des os comme armes contre leurs prédateurs. Ainsi naît la première invention technologique, ainsi naît le premier geste de survie de l'homme, ainsi naît son premier acte de violence. Second temps, des vaisseaux dans l'espace, 1999. Un scientifique américain, le Dr. Floyd, découvre une anomalie magnétique causée par un monolithe enfoui sous le sol lunaire depuis 4 millions d'années. Quand Floyd touche le monolithe, celui-ci émet une puissante onde radio. Troisième temps. La mission Jupiter, 2001. Un vaisseau, Discovery One, fait route vers Jupiter. À son bord, les 2 astronautes Dave Bowman et Frank Poole, 3 savants maintenus en hibernation, et HAL 9000, une intelligence artificielle de dernier cri. HAL signale une pièce du vaisseau comme défectueuse. Mais quand Bowman et Poole la visitent, ils n'y voient rien d'anormal.
S'inquiétant alors du bon fonctionnement de l'intelligence artificielle et ne souhaitant pas mettre en péril leur mission, ils décident alors de la débrancher. Mais HAL étant conçue pour s'estimer indispensable pour la mission, elle décide de tuer ces nouveaux prédateurs, Bowman et Poole. Mais Bowman survit et la débranche. Et au moment où il débranche HAL 9000, il découvre un message du Dr Floyd devant être diffusé à la fin du voyage et indiquant que l'onde radio qu'il a découvert en 1999 sur la Lune est dirigée vers Jupiter. Quatrième temps. Jupiter est au-delà de l'infini. Bowman arrive près de Jupiter et découvre un gigantesque monolithe noir gravitant en orbite autour de la planète. Il décide de sortir du vaisseau à bord d'une capsule pour observer de plus près l'objet. Mais alors qu'il se rapproche du monolithe, il est soudainement aspiré dans un tunnel, le projetant à la vitesse de la lumière et à travers l'espace. Et soudain, il se retrouve dans une suite Louis XVI et se voit vieillir à vue d'œil. Quelque temps après, alité et mourant, il tente de toucher le monolithe noir qui vient d'apparaître devant lui. Il renaît alors sous la forme d'un gigantesque fœtus entouré d'un œuf de lumière et téléporté instantanément dans l'espace près de la Terre. Voilà, maintenant vous comprenez un peu mieux ce que je veux dire quand je dis sens obscur. Par ailleurs, voici ce que Kubrick déclare quant au sens de son œuvre. Vous êtes libre de vous interroger tant que vous voulez sur le sens philosophique et allégorique du film. Et une telle interrogation est une indication qu'il a réussi à amener le public à un niveau avancé. Mais je ne veux pas vous donner une grille de lecture précise pour 2001, que tout spectateur se sentirait obligé de suivre, de peur de ne pas saisir la signification. Voilà, démerdez-vous. Ce qui explique la dizaine de livres d'analyse que l'on peut trouver autour de ce film. Alors pour trouver le design du monolithe, Kubrick et Clark font la tournée des galeries d'art. Ils tombent alors sur des peintures du franco-américain George Yatrides, exposées à Chicago. Kubrick s'en inspirera notamment pour la réalisation du monolithe, fin et immense rectangle noir à la géométrie parfaite. Ce qui est une preuve absolue que ce n'est pas une construction naturelle, car rien n'est géométrique dans la nature. Alors, si 2001, l'Odyssée de l'espace, n'est dans sa forme aujourd'hui que partiellement révolutionnaire, il l'était à l'époque complètement. Car oui, rappelez-vous, nous sommes en 1968 quand le film sort. Et à cette époque, les films de science-fiction se résumaient beaucoup à des monstres en papier mâché et des décors en carton-pâte. Or, Kubrick est très attaché au réalisme des décors futuristes qu'il construit. Les technologies montrées doivent sembler possibles, pas magiques. Pour appuyer cette volonté de réalisme, Kubrick s'entoure d'éminents collaborateurs comme Harry Lange, un ancien conseiller de la NASA, qui va l'aider à concevoir les vaisseaux et les technologies qu'ils contiennent. Ou bien encore Marvin Minsky, directeur d'un laboratoire d'intelligence artificielle et qui est encore aujourd'hui l'un des plus grands chercheurs sur l'intelligence artificielle, qui va travailler à concevoir et réaliser HAL 9000, personnage fondamental du film et aussi référence ultime 100 fois imitée de l'IA au cinéma. Et pour appuyer encore plus le réalisme du film, qui pourrait presque être d'un certain point de vue un documentaire sur la vie dans le futur, Kubrick fait construire pour 750 000 $ une gigantesque centrifugeuse de 30 tonnes qui sera au centre de la salle de commande du Discovery. Ce film a un budget total de plus de 10 millions de $, ce qui est beaucoup, surtout pour l'époque. Et il faut rappeler que c'est un film indépendant, même s'il est partiellement financé par la MGM, et que donc c'est considéré dans l'esprit américain comme un film d'art et d'essai, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Alors ce budget s'explique surtout par les effets spéciaux qui représentent plus de 65% du budget total. Ces effets spéciaux sont par ailleurs d'avant-garde, très novateurs pour l'époque. C'est par exemple le premier film qui utilise des technologies de motion control, c'est-à-dire le fait de contrôler les mouvements d'une caméra par un système informatique de manière à être bien plus précis pour ces mouvements et réaliser des mouvements impossibles pour un opérateur humain comme un 360 degrés par exemple. Alors le film a pris 5 ans à être réalisé. 2 ans et demi de pré-production, écriture du scénario, préparation du projet, etc. 7 mois de tournage dans des studios londoniens, ainsi que 2 ans de post-production, montage, effets spéciaux, etc. 5 ans, ce qui est plutôt pas mal, mais en même temps assez normal quand on voit l'envergure du projet. Il y a beaucoup de scènes de vaisseaux flottants dans l'espace, dans 2001. Comme je vous l'ai dit, Kubrick était très attaché au réalisme. Hors de question, donc, de faire entendre des bruits de moteurs de vaisseaux dans l'espace, comme c'est souvent fait au cinéma. C'est une aberration scientifique, il n'y a pas de son dans l'espace. Oui, mais 10 minutes de silence au cinéma, c'est un truc à faire perdre tous vos spectateurs. 10 minutes de silence au cinéma, ça ne passe pas vraiment. C'est un peu chiant, on va dire. Il fallait donc trouver quelque chose. En salle de montage, Kubrick essaya différentes musiques, jusqu'à ce qu'il tombe sur le beau Danube bleu, qu'on a écouté, souvenez-vous, la semaine dernière. Et là, c'est magique. Les vaisseaux dansent sur la musique de Strauss avec la délicatesse des plus grands valseurs. De gigantesques vaisseaux, qui sont d'ailleurs des chefs-d'œuvre architecturaux, dansant une valse viennoise dans l'espace, c'est quelque chose que seul Kubrick aurait osé faire. Et c'est grandiose, un très grand moment de cinéma. Et juste ça, c'est déjà une révolution.
Il y a donc le film réaliste, qui veut être au plus proche des innovations technologiques du présent et du futur. Et puis, il y a le film métaphysique, l'œuvre philosophique. Le réalisme est complètement laissé de côté à partir du moment où Bowman tombe dans le tunnel à la vitesse superluminique. Ce tunnel, fait de 1000 couleurs, est complètement psychédélique et fait plus penser à un trip au LSD qu'à autre chose. Et ce n'est pas un hasard. Il faut rappeler que le film sort tout de même en 1968, qui est l'apogée des drogues hallucinogènes. De là à dire que Kubrick était un toxicomane, c'est un peu beaucoup, pas sûr que ce soit son genre. Mais quoi qu'il en soit, ce type d'image, qu'on dit psychédélique, était très en vogue à l'époque. Même si rien ne prouve scientifiquement que c'est ce qu'on est censé voir quand on voyage plus vite que la lumière. Pourtant, dans les films postérieurs, c'est malgré tout le même type d'illustration qui est utilisé pour représenter des voyages de ce type. C'est devenu presque la norme de représentation. Après ce tunnel, le film entre dans une phase cinéma expérimental, où a priori on ne comprend pas grand-chose. Et c'est plutôt tant mieux, puisque l'auteur Arthur C. Clarke a déclaré « Si vous dites que vous avez compris 2001, c'est que nous avons échoué, car nous voulions que le film pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. » Bon, c'est réussi. Mais pourtant, 2001 ne veut pas pour autant rien dire. De nombreuses études ont prouvé que c'était une sorte de résumé de la pensée nietzschéenne. Naissance de l'humanité qui coïncide avec le premier meurtre, mort de HAL 9000 pouvant être perçue comme la mort de Dieu, métaphore de l'être face au néant à la fin du film, relativité du temps, paradoxe entre l'optimisme des avancées technologiques au début du film et le pessimisme de la préfiguration du dépassement de l'espèce humaine face aux machines vers la fin, tout cela est très nietzschéen. Et ce n'est donc pas un hasard si la musique au centre du film, musique que vous aviez entendue au début de cette chronique, est l'ouverture du poème symphonique de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathustra, qui est lui-même une très libre adaptation du poème philosophique du même nom écrit par Friedrich Nietzsche et qui a pour ambition de résumer de façon allégorique sa pensée. Exactement comme 2001 l'Odyssée de l'espace, qui serait donc peut-être le premier poème philosophique de l'histoire du cinéma. Alors je finirai sur cette citation de Kubrick qui résume bien ses ambitions. J'ai essayé de créer une expérience visuelle qui contourne l'entendement et ses constructions verbales, pour pénétrer directement l'inconscient avec son contenu émotionnel et philosophique. J'ai voulu que le film soit une expérience intensément subjective qui atteigne le spectateur à un niveau profond de conscience, juste comme la musique. Expliquer une symphonie de Beethoven, ce serait l'émasculer en érigeant une barrière artificielle entre la conception et l'appréciation. Mais revenons à des choses plus cartésiennes. Car 2001, ce n'est pas juste un film intello, c'est aussi un film très esthétique et l'un des plus grands films de science-fiction qui peut juste être apprécié en tant que tel. Sachez par ailleurs, pour l'anecdote, que c'est le film qui donna envie à un certain George Lucas de réaliser une saga de science-fiction, même si celle-ci, Star Wars, sera bien différente. Allez, je vous laisse avec un peu de Ludwig van en accéléré pour vous faire patienter et vous laisser deviner quel sera le film de la semaine prochaine. À la semaine prochaine.